Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à notre webinaire. Aujourd'hui, l'objectif est d'échanger librement sur les grands principes et le cadre réglementaire qui encadre l'agrivoltaïsme, sur la conciliation entre maintien de l'activité agricole et production d'énergie renouvelable. Grâce au regard croisé des intervenants experts et des conseillers générateurs, on pourra partager ensemble sur les conditions de réussite pour des projets agrivoltaïques ancrés localement. Euh, hop. Quelques points sur la modalité d'organisation du webinaire. Vous avez pu le voir, celui-ci est enregistré et donc sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de Brezelec et le support vous sera envoyé également en parallèle. Donc seule la webcam pardon, et le micro des intervenants est activé. Ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez des questions rapides, peut-être les mettre dans le chat et puis à voir si le temps le permet pour les prendre au fil de l'eau. Et puis sinon, dans tous les cas, il y a un temps de questions-réponses qui est prévu sur la fin du webinaire, voilà, qui permettra d'échanger plus librement. Peut-être sur la présentation du réseau des générateurs en Bretagne. Donc, il s'agit d'un programme ADEME cofinancé par la région Bretagne. 3 structures co-animent régionalement, donc Breizellec, Atlanson et le pôle énergie Bretagne. Et l'animation départementale se fait par les 4 syndicats d'énergie, donc une structure par département avec les noms et les contacts des conseillers qui s'affichent. Donc Grégory Kerouan pour l'Ille-et-Vilaine, Anaëlle Lalinou pour les Côtes-d'Armor, Nicolas Lebert pour le Finistère et Anne Euseb pour Morbihan Énergie. Au programme, Clara Bosnet d'Atlanson reviendra sur la présentation du cadre réglementaire et des critères à respecter pour un projet agrivoltaïque. Ensuite, Rachel Baudry de l'ADEME reviendra sur les outils à disposition sur le sujet, notamment l'Observatoire de l'agrivoltaïsme et la méthode Palier. Ensuite, Charlotte Kénard vous présentera le regard de la Chambre d'agriculture de Bretagne sur l'adéquation avec l'activité agricole. Donc, elle présentera le cadre de référence et l'accompagnement possible offert par la Chambre. Ensuite, Grégory Kerouan, donc conseiller générateur en Ille-et-Vilaine, reviendra sur la charte élaborée par le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine sur l'agrivoltaïsme. Et puis, chaque conseiller générateur prendra la parole pour faire un rapide état des lieux en Bretagne, voilà, sur les typologies de projets en développement, leur état d'avancement, les retours terrain, en tout cas ce qu'ils ont pu, ce qu'ils peuvent déjà vous partager sur la filière. Et puis, notre temps de questions-réponses. Et donc, je passe la parole à Clara pour la présentation du cadre réglementaire. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Lorraine. Tu peux déjà passer à la slide suivante. Avant de rentrer un peu dans le dur du cadre réglementaire de l'agrivoltaïsme, simplement un petit mot pour dire de là où je pars et pour présenter ma structure. Donc Atlanson, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une association loi 1900 qui regroupe des acteurs de la filière solaire, alors solaire avec un grand S parce qu'on parle photovoltaïque, mais aussi solaire thermique chez Atlanson. Et aujourd'hui, c'est à peu près 304 membres qui représentent des acteurs de la filière sur à peu près toute la chaîne de valeur, hein, que ce soit des fabricants, des distributeurs, des bureaux d'études, des installateurs, mais aussi d'autres structures, notamment des collectivités, plutôt à l'échelle de PCI, les syndicats d'énergie, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire, parce qu'on est sur les 2 régions. Et après, des organisations professionnelles et consulaires, des organismes, enfin des associations, voilà. Et donc, on est assez largement financé sur des fonds publics, à savoir la région de Bretagne, l'ADEME, des fonds européens sur les 2 régions, Pays de la Loire et Bretagne. Et une petite partie de notre budget est aussi complétée par l'adhésion de nos membres. Voilà, juste en 1 minute pour situer d'où on part et pour présenter l'association. Donc, si on passe maintenant à la définition de l'agrivoltaïsme. Alors déjà, si on part un peu des bases réglementaires, donc
définition, on va dire, réglementaire de l'agrivoltaïsme est apparue dans la loi APER, donc la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, qui est sortie en 2023, et donc plus spécifiquement dans l'article 554. Mais je vous ai mis à chaque fois, parce que donc il y a la loi, mais ensuite il y a eu des décrets qui ont découlé de ça, des arrêtés, et même une instruction technique que je vous invite à regarder parce qu'elle est très intéressante. Elle est sortie début 2025 et elle permet vraiment de donner des cas concrets d'application des modalités de la loi et répond à des questions assez précises sur quand on développe un projet photovoltaïque, agrivoltaïque, pardon. Donc voilà, vous avez, quand vous aurez la présentation, il y a tous les liens qui renvoient à tout ce contenu réglementaire. Et donc maintenant, si on part un petit peu sur ce que nous dit cette loi. Ah, je veux bien que tu reviennes en arrière, Lorraine. Merci. Donc, l'agrivoltaïsme, donc c'est un projet photovoltaïque sur une parcelle située, au sol, située au sol sur une parcelle agricole, et qui doit contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole en fournissant un service à l'agriculture. Maintenant qu'on a dit ça, quand on parle de service, de quoi on parle? Et là, tu peux passer à la suivante, Lorraine. Donc, parmi les services que doivent rendre un projet agrivoltaïque, il y en a 4. Donc, le premier, c'est l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique. Le second, c'est une adaptation au changement climatique, par exemple une protection contre les brûlures foliaires. Là, vous avez une petite image d'un projet. Typiquement, c'est une serre agrivoltaïque. C'est un projet expérimental en Alsace et c'est sur des framboisiers. Donc vraiment pour assurer cet ombrage et cette protection contre les températures les plus chaudes, quoi. C'est un autre service qui peut être rendu, c'est la protection contre les aléas météorologiques. Là, on pense plutôt à des épisodes de gel ou de grêle. Et enfin, un qui revient souvent, c'est l'amélioration du bien-être animal. Et là, on pense plutôt à des solutions d'ombrage qui peuvent être proposées par une installation agrivoltaïque. Donc, ce qu'il faut bien retenir là, c'est qu'une installation agrivoltaïque doit non seulement ne pas porter à l'atteinte de la production agricole initiale, mais en plus de ça, elle doit représenter une réelle plus-value pour la parcelle agricole. Et cette plus-value, lors de l'instruction du dossier, il faut bien réussir à la démontrer dans le rapport technique. Et c'est là tout l'enjeu. Tu peux passer, merci. Donc, en plus de ce service rendu, il y a plusieurs critères auxquels doivent répondre une installation agrivoltaïque, et ils sont cumulatifs. Donc, le premier, c'est se trouver sur une parcelle agricole d'un agriculteur qui est en activité. Ensuite, ce projet doit couvrir une surface inférieure ou égale à 40% de la parcelle. Il doit aussi être réversible et donc ne pas endommager l'environnement de la productivité agricole. À noter qu'en plus, en fin de vie de l'installation, il y a des obligations de démantèlement. Voilà, et donc la parcelle doit rester comme elle était dans son état d'origine. Cette installation doit en plus de ça garantir une production agricole comme activité principale, donc sur des critères de revenus, mais aussi de conditions d'exploitation de la parcelle. L'instruction technique dont je parlais tout à l'heure en base réglementaire revient très bien sur ces notions et pour en donner des définitions précises. Et ce qu'on entend, par exemple, comme couvrir une surface inférieure ou égale à 40% de la parcelle, comment on calcule ça? Voilà, cette instruction revient assez précisément sur ces questions-là et comment ça s'applique. Et enfin, je termine les critères. Elle doit aussi permettre un rendement agricole de 90% par rapport au niveau initial. Et donc, il faut aussi appliquer une zone témoin qui va permettre d'évaluer ce rendement agricole sur la partie avec une installation agrivoltaïque. Donc, tous ces critères vont être vérifiés lors du dépôt du permis de construire. Et ce qui est important aussi à noter sur un projet agrivoltaïque, c'est qu'il demande un avis, enfin, il doit obtenir un avis conforme de la CDPENAF qui va instruire le dossier. Voilà, donc là, ce qu'on peut bien voir, c'est que l'agrivoltaïsme, c'est vraiment un cadre précis où il faut que le projet rende un service à l'agriculture et où il y a des critères assez précis à respecter.
Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que toutes les installations photovoltaïques sur terrain agricole ne sont pas toutes agrivoltaïques. Et donc, pour bien faire la dissociation, il faut comprendre un autre cadre réglementaire qui a été instauré dans la fameuse loi APER en 2023, c'est les projets agri-compatibles. Donc là, on parle de projets, ce sont des installations photovoltaïques au sol, situées sur des terrains naturels, agricoles ou forestiers, qui vont faire l'objet d'un cadre précis, donc qui vont être identifiés dans un document cadre, qui est élaboré par les chambres d'agriculture et validé par le préfet. Voilà. Donc c'est pareil, là c'est le deuxième cas de figure qui est instauré dans la loi APER. Je vous ai remis aussi les bases réglementaires. Tu peux passer, Lorraine. Et donc là, quels sont les critères pour être sur une installation agricole compatible? Et donc, il ne faut pas que ce projet, enfin cette installation affecte les fonctions écologiques du sol. Il faut qu'il permette de poursuivre des activités agricoles, pastorales ou forestières. Et là aussi, il y a une obligation de démantèlement et de remise en état du site en fin d'exploitation. La différence avec les projets agrivoltaïques, c'est que là, la CDPENAF donne toujours un avis sur le dossier, mais un avis simple. Petite précision aussi, je vous l'ai remis aussi dans les bases réglementaires de la slide précédente, mais sous respect de certains critères qui sont définis par arrêté, notamment de hauteur des modules ou aussi de l'espace entre les différentes rangées. Enfin, voilà, ce type de critères techniques qui sont définis assez précisément dans l'arrêté. Eh bien, une installation agri-compatible peut être considérée, enfin, ne pas être considérée comme une artificialisation des sols et donc déroger au cadre de l'objectif ZAN de zéro artificialisation nette. Donc, ce type d'installation peut déroger à ce cadre-là, sous réserve du respect des critères techniques, évidemment. Donc, le document cadre, c'est un document qui est rédigé par les chambres d'agriculture dans chaque département. Ce travail a été fait et les documents cadres sont sortis en fonction des départements entre fin 2025 et début 2026, donc vous pouvez les consulter. Et dedans, seuls peuvent être identifiés au sein des surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis minimum 10 ans. Et donc là, ce que nous dit la loi APER aussi, c'est que certaines zones sont nécessairement intégrées, comme des sites pollués, des friches, des délaissés, ou aussi des zones qui sont identifiées dans les documents d'urbanisme, comme favorables à l'implantation de panneaux solaires. Donc il y avait déjà des parcelles qui étaient inscrites de facto, si je puis dire. Et inversement, il y a des parcelles qui étaient automatiquement exclues, comme certaines zones protégées. Donc voilà, encore une fois, tout ce travail d'identification des parcelles a été fait et les documents cadres sont maintenant consultables. Donc, tout ça pour dire, on a parlé agrivoltaïsme et on a parlé aussi projet agri-compatible. Ces deux cadres réglementaires et ces deux possibilités sont les seuls moyens aujourd'hui d'avoir une centrale photovoltaïque au sol sur une parcelle naturelle, agricole ou forestière. Tu peux continuer, Lorraine. Donc voilà, c'est un peu ce que résume cette slide-là, c'est qu'on a, avant l'arrivée de la loi APER, évidemment, hein, des projets sur parcelles agricoles qui sont sortis de terre et qui existent, qui ne rentraient pas dans ce cadre-là à l'époque, parce que l'agrivoltaïsme n'était pas encore défini dans la loi APER. Mais maintenant, voilà, c'est donc bien les deux seules possibilités qui existent pour faire du photovoltaïque sur une parcelle agricole. C'est soit l'agrivoltaïsme, soit faire un projet dit agri-compatible sur une parcelle qui est identifiée par le document cadre de chaque département. Je vous renvoie une partie de ce que j'ai mis dans ces slides-là se retrouve sur une fiche qu'on a effectuée dans le cadre du partenariat entre Atlanson et les programmes générateurs, que vous pourrez retrouver sur notre site, qui est en libre accès. Hein. On a un centre de ressources Atlanson. Et vous pouvez retrouver cette fiche agriculture et photovoltaïque qui revient sur tout ce cadre-là, entre agrivoltaïsme et agri-compatible. Voilà, vous pouvez retrouver cette fiche-là comme ressource. Merci Clara.
Donc maintenant, la parole est à Rachel Baudry qui se présentera et reviendra sur les outils à disposition sur l'agrivoltaïsme, en tout cas mis à disposition par l'ADEME. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous parle du siège de l'ADEME qui se trouve à Angers, dans les Pays de la Loire, sachant que donc l'ADEME est une agence qui a une organisation à deux niveaux, le siège dont je fais partie et les directions régionales, dont la direction régionale Bretagne qui nous a proposé de participer aujourd'hui et nous avons aussi des relais et les générateurs sont un relais fondamental pour nous pour voilà, diffuser, enfin pour nous aider dans notre action. Donc nos différences qui sont des complémentarités, c'est qu'au niveau du siège, on va être sur le conseil et l'expertise auprès des ministères, puisqu'on travaille, on est un opérateur de l'État et on travaille pour différents ministères. Et on est aussi sur la construction d'outils dont on va parler tout de suite. Et les directions régionales sont plutôt sur l'animation des territoires, donc autour de la transition écologique et le financement de projets intéressants pour l'écologie. Voilà. Et donc, nous, au siège, on capitalise sur ce qui se fait sur le terrain. Voilà. Et donc, on est bien complémentaires pour ça. Je veux bien la diapo suivante. Alors, je ne vais pas les lire, hein, vous les aurez à disposition, mais pour vous dire, les ministères nous ont demandé de nous intéresser à l'agrivoltaïsme depuis 2017, puisqu'en fait, cette filière a émergé sur le terrain sans encadrement au départ. Donc, c'est l'ADEME qui a fait un certain nombre de travaux de 2017 à 2022 dont la publication d'une grosse étude en 2022 qui est toujours disponible, où il y a pas mal de ressources, notamment techniques, avec des fiches sur les différents types d'agrivoltaïsme, donc sur quel type de production agricole on peut faire de l'agrivoltaïsme. Et donc, tout ça, diapo suivante, tous ces travaux ont amené à la définition des réglementations dont Clara vient de parler, donc la loi APER et les textes qui en découlent. Donc là, vous voyez, les textes réglementaires sont en gris. Donc c'est vraiment, ça a permis de poser un cadre réglementaire unifié sur le territoire métropole et outre-mer, puisqu'il y a aussi du développement de l'agrivoltaïsme en outre-mer. Et nous, l'ADEME, on continue évidemment notre mission d'études et d'expertise. Donc en 2024, on a lancé une deuxième grande étude dont je vais vous parler un peu plus. Et puis, on a l'année dernière lancé l'Observatoire et aussi une réflexion sur les technologies éprouvées dont on va parler, voilà, dans la prochaine diapo. Voilà. Je me suis dit que cette diapo aurait dû être au début, parce qu'en fait, il y avait ma photo, et elle vous présente l'équipe donc au siège, et vous voyez qu'en fait, du caractère un petit peu exceptionnel de cette filière, qui est à la fois un mode de production agricole et un mode de production d'électricité renouvelable, les spécialistes au siège, on est dans deux services, donc l'un qui est sur qui travaille sur l'électricité renouvelable et l'autre sur l'agriculture. Voilà, donc là, vous avez nos coordonnées si besoin. On peut passer à la diapo suivante. Mais, enfin, voilà, je redis qu'il y a aussi vos correspondants en direction régionale. Là, c'était que pour le siège. Donc la deuxième étude, on va rentrer un petit peu plus dedans. Il y a une partie qui est déjà publiée et une partie qui est en cours, en finalisation. La deuxième étude, elle avait vocation à vraiment étudier tout ce qui se passait sur le terrain en termes de projet. Il y a une effervescence,
ébullition, on ne sait plus quel terme utiliser autour de l'agrivoltaïsme depuis quelques années. Il y a beaucoup de projets qui se montent. Et donc, il y a eu un grand panorama de faits dans cette étude. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, il y a 5 régions qui ont été choisies au départ pour justement le dynamisme et le nombre de projets. Et dans ces 5 régions, donc vous voyez 4 en métropole et plus la Réunion, euh, il y a eu un inventaire exhaustif, le plus exhaustif possible, par enquête auprès des acteurs du territoire, de tous les projets qui étaient dans les cartons. Hein, donc là, on parle bien des projets, c'est-à-dire on a étudié ce qui était euh, prévu, ce qui était en train de se préparer. Bien sûr, quand il y avait déjà des installations existantes, elles ont été incluses dans l'inventaire, mais on est allé beaucoup plus loin en termes de nombre. On n'a pas pris que les installations existantes. Donc, si on passe à la diapo suivante, il faut savoir que cet inventaire, il a été réalisé en 2024. Hein. Alors, je le précise parce que c'est vrai qu'on est déjà en 2026. Donc, à l'époque, sur 5 régions, on avait recensé 1600 projets de type agrivoltaïque, hein, donc photovoltaïque sur terrain agricole. Ce qui, à l'échelle de la France, y compris les Outre-mer, voulait dire qu'on en avait probablement 3000 à 4000 en France, voilà, en extrapolant à l'ensemble du territoire. Donc là, vous avez quelques statistiques, plutôt des installations fixes. Seulement 18% des installations, donc installations et projets recensés, seulement 18% étaient construits. Hein, tous les autres étaient dans les cartons ou dans les circuits de validation. Voilà, et une majorité à l'époque, donc enfin une majorité, la plus grosse production agricole concernée était l'élevage au vin. C'est en train de changer, hein, donc voilà, on va dire que c'est des chiffres 2024. La suivante. Voilà, alors pour les 5 régions, j'ai bien vu apparaître une petite question, on va y revenir. Pour les 5 régions qui ont été scrutées à ce moment-là, on a publié donc, en fin d'année dernière tous les livrables, hein, toutes les productions. Donc vous voyez, pour chacune des régions, il y a un panorama, une synthèse et une fiche un petit peu, enfin, encore plus synthétique que la synthèse. Ça peut quand même vous intéresser pour savoir sur quel type de production ça portait, les enseignements. Donc, ce qui est très important, c'est que, voilà, c'est bon, c'est bon. En faisant cette étude, il y avait un double objectif que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'était de faire l'inventaire de tout ce qui se passait, des projets dans les cartons, et aussi interroger les acteurs. Donc là, ça a été fait avec des bureaux d'études locaux dans chacune des régions, interroger les acteurs sur les freins, enfin, les critères favorables, enfin oui, les critères favorables, les freins, etc. Donc, la capitalisation de tout ce travail d'enquête sur les 5 régions a permis d'identifier notamment ces 5 défis qu'on a repris ici. Donc, évidemment, c'est la base. Une installation agrivoltaïque doit respecter les contraintes réglementaires qui ont été très bien exposées juste avant par Clara, et vous avez vu qu'elles sont, voilà, elles sont diverses. Hein. On doit justifier le fameux service agricole. Hein, donc, on ne peut pas juste dire ça va être utile à la parcelle, il faut le justifier dans le dossier quand on demande l'autorisation de créer une installation agrivoltaïque. On doit intégrer cette installation dans le paysage et dans la biodiversité, enfin dans le milieu naturel voilà, où elle va se retrouver. Je pourrais ajouter un petit peu dans le contexte économique et social de l'endroit où on se trouve. Hein. Il faut que voilà, faut que ça soit fait en partenariat avec la collectivité et les habitants.
Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le partage de la valeur. Donc ça, on pourrait y revenir, mais en fait, à qui appartiennent les revenus de l'électricité produite? Et ah bah oui, voilà, c'était le cinquième, l'appropriation territoriale. Donc c'est celui que j'avais mis en lien avec le paysage et la biodiversité. Donc là, c'est vraiment être en bonne intelligence avec les autres habitants du territoire. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment les choses, les questions clés qu'il faut se poser quand on veut faire une installation agrivoltaïque. Euh, la suivante, du coup, pour se poser toutes ces questions dans le bon ordre, on a construit un outil qui s'appelle Palier. Là, c'est comment on en est arrivé à le construire. Pour vous dire, il y a eu donc les 2 ans de travaux, c'est le point vert, avec beaucoup d'acteurs qui avaient été moteurs dans des projets, hein, et puis des membres de la CNDPNAF. Enfin, tout le monde a été interrogé pour savoir ce qui se passait quand on faisait un projet. On a testé cette méthode dans les régions concernées, puis d'autres acteurs au niveau national ont testé la méthode sur de vrais projets. Donc c'est une méthode qui est assez donc pas à pas, c'est-à-dire qui a plusieurs étapes. Euh, et voilà, on essaie pour prendre en compte les besoins des parties prenantes. Donc si on suit cette méthode, on se pose toutes les questions qui risquent d'apparaître sinon plus tard dans le processus de validation et d'autorisation de l'installation. Et bah, si elles apparaissent trop tard, on n'est plus forcément euh, à même d'y répondre. Voilà. Donc, la suivante. Donc, on parle bien d'une méthode volontaire, hein, ce n'est pas du tout une obligation d'utiliser cette méthode. Elle permet, comme je le disais, de se poser des questions, de retourner voir les acteurs, les parties prenantes si besoin. Et elle dispose de plusieurs niveaux d'ambition. Donc, en fait, le premier niveau, c'est mon projet est conforme à la réglementation. Ça, je dirais, c'est le niveau incontournable, hein. Vous pourrez pas avoir un projet autorisé s'il n'est pas conforme à la réglementation. Le niveau 4, c'est un projet excellent sur à tous les niveaux, sur tous les plans. Et entre deux, il y a 2 autres niveaux d'ambition voilà, qui permettent de moduler un petit peu parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses à voir quand on fait un projet agrivoltaïque. Là, je l'ai pas mis, j'ai pas mis de diapo, mais la méthode, on va la présenter pour la première fois, donc la semaine prochaine, aux Assises de la transition énergétique, ATE, qui se passe à Dijon cette année. Et donc, il y aura un atelier en fait où elle va être présentée. Et dans la foulée, alors pas le jour même, hein, parce que voilà, on est encore en train de valider les tableurs Excel, mais enfin, dans la foulée, il y aura la mise à disposition de cette méthode via le site de l'Observatoire, donc ça fait une bonne transition. Et la méthode, elle est en libre accès et elle est partagée entre les utilisateurs. Donc, on a fait le principe d'une communauté d'utilisateurs qui vont l'utiliser, qui pourront faire des retours. Elle pourra être améliorée au fur et à mesure, hein. C'est vraiment, ça se veut un outil d'aide pour tous ceux qui préparent des projets agrivoltaïques. Donc, concernant l'observatoire et les technologies agrivoltaïques éprouvées, dont je voulais vous parler un petit peu aussi au passage, en fait, ce sont 2 missions réglementaires, hein, là, qui nous ont été confiées par l'État à travers les textes dont on a déjà parlé. Donc là, c'est pareil, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste pour que vous ayez les références. La suivante, voilà. L'observatoire, il doit collecter des données annuellement auprès des installations agrivoltaïques. Ça, c'est la partie réglementaire. Donc, nous, en tant qu'ADEME, comme on a une mission d'information des acteurs, des filières, mais aussi du grand public, on lui a donné quand même une ambition complémentaire ou supérieure. On va donc bien sûr collecter
les données qu'on doit collecter. On va centraliser des données qui sont disponibles par ailleurs. On propose d'ores et déjà sur le site un certain nombre de ressources sur l'agrivoltaïsme. On produira des analyses statistiques et on va suivre le développement de la filière, donc à travers de nouvelles études, si besoin, sur certains sujets importants. Euh, pour pour être très clair sur les chiffres, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 2024, on estimait qu'il y avait entre 3000 et 4000 projets euh, dans les cartons enfin voilà, existants agrivoltaïques. Nous, sur l'Observatoire, on ne met que les données publiques concernant ces projets, c'est-à-dire que les projets apparaissent à partir du moment où ils ont été autorisés par l'administration. Donc, on peut avoir, nous, connaissance de projets qui sont en train de se monter, mais ils ne sont pas visibles sur l'Observatoire. Ce qui fait la différence entre le 3000 et le 227, le nombre d'installations qui sont aujourd'hui sur la carte de l'Observatoire. Là, on n'a mis que la France métropolitaine, mais il y a évidemment les Outre-mer. Et donc, la plupart de ces installations, on l'a mentionné aussi tout à l'heure, ont été autorisées avant le cadre réglementaire actuel. Donc, ce sont les points jaunes, et sur la carte, on a essentiellement des installations dites pré-APER. On n'a que 2 installations à ce jour qui ont été autorisées depuis la loi APER et qui, du coup, vont devoir respecter tous les critères qu'on a dit avant. Il y en a d'autres, évidemment, en cours d'autorisation. Donc, juste pour vous dire, le site actuel, c'est un site vitrine. Donc, nous, on collecte des informations, on les met dans notre base de données. Ça permet de générer la carte, ça permet de générer quelques indicateurs statistiques que vous trouvez sur l'Observatoire. Et donc, pour l'instant, c'est sur la base des informations publiques. Vous pouvez filtrer sur la carte, soit par type de production agricole, soit par type d'installation, entre les panneaux, les trackers et les panneaux fixes, par exemple, ou sur la région. Donc là, je vous ai fait un petit zoom pour aujourd'hui. En région Bretagne, aujourd'hui, on n'a que 2 installations recensées, un démonstrateur expérimental et une installation autorisée, mais qui n'est pas encore construite. Voilà. Et les 2 sont dans le Finistère. Pardon, juste, c'était sur la diapo d'avant. Toutes les données, donc toutes ces données publiques qui servent à faire la carte sont aussi disponibles en open data. Donc, vous voyez là sur le site, il y a un lien vers la base de données. Et donc, vous pouvez les extraire sous Excel et les remanier pour les utiliser comme vous voulez, pour faire vos propres exploitations. Donc, ça, c'est un point d'actu, mais là, en ce moment, on est en train de travailler sur l'observatoire définitif parce que les données à collecter selon la réglementation APER sont très, 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 très importantes. Il y a vraiment beaucoup de choses à collecter pour chaque installation. Donc, on est dans une grande phase de concertation avec les acteurs de la filière. Et donc, ces données-là nous permettront, en tant qu'ADEME, de faire un suivi très fin de l'impact des installations, à la fois sur la production agricole, les revenus de l'exploitation agricole. Ce sont voilà, les deux critères principaux qui sont dans la loi. C'est qu'il faut maintenir le revenu et ne pas grever la production agricole. Mais bon, pour faire ça et pour comprendre les effets aussi, on va collecter des données également météorologiques, on va possiblement sur le sol. Enfin, on est en train de préparer tout ça. Voilà, on peut passer. Je vous signale au passage un autre observatoire qui est copiloté par l'ADEME et l'Office français de la biodiversité, qui est l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, parce que donc c'est la diapo suivante. Eux, ils sont aussi un centre de ressources et ils recensent des travaux. Alors, on est plutôt là sur des travaux scientifiques,
mais vraiment des travaux sur les impacts des installations d'énergie renouvelable, enfin toutes confondues, hein. Donc il y a aussi l'éolien, le photovoltaïque en toiture, etc. Mais c'est intéressant parce que voilà, donc vous retrouvez dessus des études qui ont été faites concernant l'agrivoltaïsme. Simplement, je ne vais pas faire long, mais donc on est aussi en charge, une mission confiée par les ministères, d'étudier les technologies agrivoltaïques existantes pour pouvoir en éprouver certaines. Donc, l'idée serait de dire que des couplages qui auraient fait leur preuve pourraient être moins contrôlés à l'avenir que des installations agrivoltaïques classiques. Et par couplage, on entend une production agricole et un type d'installation photovoltaïque. Donc, par exemple, ombrière fixe et élevage, c'est un couplage, enfin, élevage au vin. Puis alors, parfois, on va jusqu'à élevage au vin lait, élevage au vin viande, voilà. Donc, tout ça, c'est en train d'être étudié. On peut passer à la diapo suivante. Par un comité d'experts, voilà, qui est encore après, qui comprend des experts vraiment des instituts techniques agricoles, de l'INRAE, et donc ça va nous permettre possiblement de dire que finalement, dans quelques temps, hein, parce qu'évidemment pour éprouver une technologie, il faut avoir un recul sur cette technologie, donc il va falloir qu'on ait des données suffisantes, et ça nous permettra potentiellement en tant qu'ADEME de dire qu'il y a maintenant des technologies qui ont fait leurs preuves. Je crois que j'ai terminé. Donc, en conclusion, c'était très bien dit aussi par Clara au départ. L'important pour l'agrivoltaïsme, c'est de dire qu'il faut apporter un service à la production agricole. Et donc, une installation agrivoltaïque ne peut pas se créer sans discussion, enfin, sans que l'agriculteur soit au centre de l'installation. Ça, je vous mets en garde parce qu'il y a des développeurs énergétiques qui ont, voilà, qui sont qui ont très envie de faire des installations, mais il faut bien qu'ils commencent par contacter l'agriculteur et voir quels sont ses besoins. On a, pour aider les acteurs sur le terrain, on a donc la méthode, l'outil de palier qui vous permet de vous poser toutes les bonnes questions dès le départ d'un projet et de le construire vraiment de façon à ce qu'il ait toutes les chances d'être ensuite approuvé et autorisé. Nous, côté siège, on travaille sur la capitalisation de toutes les connaissances à travers l'observatoire et puis bientôt les technologies éprouvées. Mais je termine en faisant le lien aujourd'hui, dans chaque région, les acteurs qui peuvent vous accompagner si vous avez des projets agrivoltaïques, c'est vraiment le réseau des générateurs qui est donc notre relais principal pour accompagner les projets d'énergie renouvelable. Et c'est très important parce que nous, les échanges qu'on a entre le réseau des générateurs, nos directions régionales et le siège nous permettent d'améliorer tous ces outils. Voilà. Donc, c'est très important que les générateurs soient associés aussi aux projets qui se montent sur le terrain. Ça nous permet de rester en contact, de savoir ce qui se passe et de... Voilà. Donc, j'ai pas trop vu, je m'arrête là, je vais peut-être déborder. Et j'ai vu peut-être des questions, mais j'attendrai peut-être que vous me les relayiez parce que moi, c'est juste apparu en flash comme ça. Je ne sais pas, Julien, si on prend la question maintenant ou si on poursuit. On a un petit peu dérivé sur le temps, donc je propose qu'on poursuive et D'accord. peut-être si tu veux prendre les questions dans le chat par écrit. OK, Comme ça, on ne perd pas trop. d'accord. Merci. Merci beaucoup en tout cas Rachel Baudry pour cette présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Charlotte Kénard, du coup, qui vous présentera le cadre de référence
proposé par la Chambre d'agriculture Bretagne. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien et que vous n'êtes pas trop gênés par le bruit qui est derrière moi. J'ai vu qu'il y avait des nombreux tons parmi les participants. Ils sont évidemment les bienvenus, mais ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le cadre de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et je les invite à se rapprocher de leur département ou de leur région pour connaître la position de la profession agricole dans leur département ou leur région. Et donc sur cette diapositive de départ, je vous ai aussi mis les coordonnées de mes 3 collègues qui sont spécialistes en fait de ces questions-là et desquels je vous invite à vous rapprocher le cas échéant. Sur Plérin, la personne qui va être recrutée s'appelle Steve Padiolo. Voilà, je ne peux pas encore écrire son nom puisqu'il n'est pas dans les effectifs de la Chambre, mais elle est bien recrutée. Donc, pour démarrer sur la diapositive suivante, c'est quoi ce cadre de référence? En fait, c'est une doctrine qu'on a établie en avril 2024. En fait, on a suivi de près l'élaboration de la loi APER et on a cheminé au niveau de notre positionnement pendant l'élaboration de cette loi, ce qui nous a permis en fait de sortir cette doctrine assez rapidement, même quelques semaines seulement après la parution de la loi. Et donc, vous retrouverez cette doctrine dans son intégralité. Je vous ai mis les liens. Et d'une façon plus générale, si vous voulez avoir des informations sur le positionnement de la Chambre d'agriculture de Bretagne, on a un site internet qui est dédié aux collectivités, dont je vous ai mis également la référence. Les grands principes qu'on indique pour démarrer, hein, c'est d'abord, nous, on s'adresse évidemment aux agriculteurs et ce qu'on souhaite, c'est que les agriculteurs aient une stratégie énergétique pour leur exploitation et notamment pour accroître leur autonomie, de la même manière que on les encourage vers l'autonomie fourragère, vers l'autonomie en engrais azotés, etc. On est dans la même logique, accroître leur autonomie énergétique. On pense qu'il faut prioriser les toits, qu'on ait des surfaces de toiture qui sont importantes sur nos exploitations en Bretagne. On voit aussi pas mal de trackers s'installer près des installations. Et donc là aussi, il faut être vigilant sur ce type d'installation, en particulier de les diriger plutôt vers l'autoconsommation et d'essayer de les mettre plutôt sur les délaissés au sein des sites plutôt que d'aller les implanter dans les champs. Ensuite, on est très vigilant sur l'évolution des pratiques. On sait qu'une installation photovoltaïque implantée au sol, elle est là pour 20, 30 ans, peut-être plus. Il faut être très vigilant à ce que cette construction ne génère pas en fait de frein à des modifications de la production agricole. Voilà. Je passe directement à la diapositive suivante. Dans cette doctrine, en fait, on aborde aussi le PV au sol agri-compatible, le document cadre, etc. Là, ma présentation se concentre sur le sujet de notre webinaire du jour, à savoir l'agrivoltaïsme. Il y a 2 en fait idées majeures qu'il faut retenir pour comprendre le positionnement de nos élus. La première, c'est que l'enjeu, c'est de préserver le potentiel de production alimentaire au sens les sols, le foncier. Donc ça, c'est un enjeu qui nous guide depuis au moins 25 ans, hein, quand on travaille sur la lutte contre l'artificialisation des sols, la lutte contre l'extension de l'urbanisation. On est dans la même logique. Et donc, en conséquence, quand on lit notre doctrine, eh bien, on peut voir que l'agrivoltaïsme arrive en 5e
position est d'ailleurs en dernière position des priorités d'implantation. Donc clairement, on ne mise pas d'abord là-dessus pour développer le photovoltaïque dans les exploitations agricoles, au regard donc des surfaces de toiture, de surfaces qui sont déjà artificialisées ou qui sont inaptes à l'agriculture pour diverses raisons, mais qui peuvent être aussi inaptes au renouvellement urbain. Parce que ce qu'on peut observer, c'est que si il y a un espace qui est déjà artificialisé, qui est dédié à du photovoltaïque au sol plutôt qu'à de renouvellement urbain, eh bien, en fait, on peut avoir une consommation de foncier pour de l'urbanisation, en espèce d'effet domino. Donc, il faut regarder les choses dans leur ensemble. Et ensuite, le deuxième point qui nous a guidés, c'est le risque d'avoir des projets alibi, c'est-à-dire ce qu'on a vu quand même pas mal fleurir tout au début. La production de ovines en Bretagne s'est effondrée complètement et d'un coup d'un seul, on a vu arriver plein d'éleveurs de moutons qui voulaient s'installer, ce qui est assez curieux au regard de la conjoncture en fait de la filière ovine en tant que telle. Voilà. Donc, lutter contre les projets alibi, ça veut dire avoir un cadre réglementaire qui soit clair, qui a été très bien présenté, notamment en termes de services rendus. Ça a été rappelé par Clara en introduction. Il faut qu'il y ait un service qui soit rendu. Et aussi en termes de contenu de l'étude préalable, de manière à ce que les services qui doivent statuer sur l'autorisation aient tous les éléments pour être certain qu'on va avoir une activité agricole durable et transmissible avec cette installation photovoltaïque. Donc, dans la doctrine, Rachel Baudry le disait juste avant, en fait, le projet doit partir d'un projet agricole. Ce n'est pas le projet photovoltaïque qui définit le projet agricole, c'est bien l'inverse. Et c'est dans ce sens-là que est écrite la règle et c'est dans ce sens-là que notre doctrine aussi est écrite. Donc, il faut d'abord avoir un projet agricole pour définir le projet agrivoltaïque. Il faut donc que ces projets forcément concernent les agriculteurs et que leur projet agricole ait une viabilité économique qui ne dépende pas. L'agrivoltaïsme, les revenus de l'agrivoltaïsme, le cas échéant, ne sont pas là pour compenser des prix agricoles qui seraient trop bas. C'est bien une activité secondaire et une activité complémentaire. Et on ne peut pas dire, bon, c'est pas grave si le prix du lait est bas parce qu'on rachète l'électricité plus chère. Non, il faut bien que chaque activité ait sa viabilité de façon indépendante. Et pour que les projets les concernent, il faut aussi que les agriculteurs puissent investir directement en fait dans ces projets et qui du coup, de facto, ils en aient la maîtrise, qui participent évidemment à la gouvernance, qui participent aussi au portage du projet localement pour assurer son acceptabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui arrive de nulle part et qui vient atterrir sur du foncier agricole. C'est un projet qui est construit dans le respect des intérêts du territoire, des intérêts agricoles, mais les intérêts du territoire en général. Et donc, c'est pourquoi nous, on souhaite que ce qui soit privilégié, ce soit des investisseurs locaux et en particulier le co-investissement avec les collectivités au travers des SEM qui existent, notamment, nous semble être à privilégier puisqu'on se rend compte qu'il y a une certaine convergence en fait de points de vue sur les intérêts territoriaux. Voilà. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est avoir des installations qui soient pérennes, qui soient adaptées à la production agricole, qui puissent aussi permettre une évolution de la production agricole. Voilà, donc typiquement, des panneaux qui seraient trop bas, qui ne seraient pas assez espacés, ça, c'est des choses qui pourraient ne pas permettre demain d'installer certaines productions. Donc, encore une fois, on part sur 30 ans, alors qu'une culture dans une parcelle, elle peut changer chaque année. On a des temporalités qui sont différentes. Donc, si on veut préserver l'activité agricole, réellement, il faut qu'il y ait une évolution possible de l'activité. On cherche aussi à ce que ces installations elles soient transmissibles. La transmission, le renouvellement des générations, c'est le défi premier en fait de l'agriculture en Bretagne et dans plein d'autres régions françaises aujourd'hui. Donc le défi de la transition énergétique, c'est pas qu'il passe au second plan, c'est que pour l'agriculture, c'est pas forcément le premier défi en termes de temporalité, c'est bien celui de la transmissibilité. Donc qui dit transmissibilité, qui dit intégration dans
dans l'investissement, dit aussi que peut-être qu'il faut avoir des projets qui soient de taille limitée, au sens aussi montant d'investissement qui soit limité. Et par ailleurs, on souhaite aussi que cette opportunité de faire de l'agrivoltaïsme, elle puisse être saisie par le plus grand nombre d'exploitants agricoles possible et que, en fait, on n'ait pas une ou deux grosses installations qui viennent saturer le réseau et qui finalement empêchent des installations plus petites d'essaimer. Et donc, notamment, des installations qui puissent se raccorder en 20 000 volts. Alors ça, c'est aussi en réaction, on va dire, à certains comportements de certains installateurs. Hein. Je ne fais pas une généralité, mais ça existe. Les installateurs qui prennent le poste source et qui regardent les parcelles qu'il y a autour. Donc, c'est-à-dire un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure. On part du projet agricole et on va vers le projet agrivoltaïque. Donc, en réfléchissant comme ça, c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à inscrire dans notre doctrine qu'on souhaitait des installations qui soient limitées à 1 mégawatt crête, mais je voulais surligner en rouge, on a écrit est le bon compromis. Donc si on a une installation de plus d'1 méga, mais qui respecte tous ces principes, il n'y a aucune raison qu'elle ait un avis négatif de la Chambre d'agriculture, il n'y a aucune raison que la profession ne la soutienne pas en CDPENAF. L'objectif qu'on a eu quand on a inscrit ce chiffre dans notre doctrine, c'était de donner un signal, en fait, donner un signal sur attention à la taille des exploitations, à la taille en fait des installations, puisque plus les installations seront grandes, plus ce sera difficile d'avoir de la transmissibilité, de l'adaptabilité, de l'investissement par les agriculteurs eux-mêmes, des installations qui soient transmissibles, etc., etc. Voilà. Et par ailleurs, sur la question de la densité, comme ça a été dit, elle est possible jusqu'à 40%, mais la grille de lecture qu'a donnée l'INRAE est différente, hein, puisque l'INRAE a fait une recommandation avec une densité de 20 à 25% pour ne pas pénaliser les rendements. Et en l'absence de données suffisamment étayées sur l'impact sur les rendements dans notre contexte pédoclimatique breton, etc., il nous semble du coup beaucoup plus prudent de nous arrêter à cette densité dans un premier temps. Sur la diapositive suivante, je ne sais plus ce que j'ai vu. Oui, voilà. Donc, il y a aussi effectivement cette question de technologie éprouvée qui a été abordée par Rachel Baudry et qui est inscrite dans la loi. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas éprouvé l'agrivoltaïsme sur l'élevage en Bretagne. C'est absolument pas éprouvé. Donc, de facto, il faut nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça n'aille pas trop vite, qu'on passe un temps à observer, à pouvoir capitaliser des références, grâce notamment à l'Observatoire national qui est piloté par l'ADEME et qui a été présenté. Et donc, nous, de quelle manière, évidemment, on s'implique là-dedans, évidemment, au travers de nos sièges en CDPENAF, mais aussi, on est très ouvert et très partant pour faire du suivi d'installation. Avec les installateurs qui le souhaiteraient. Et pour aller jusqu'au bout de notre implication là-dedans, on souhaite participer à la recherche de références. Et donc, il y a une installation pilote sur notre ferme expérimentale de Trévarès dans le Finistère qui verra le jour à la fin de l'année, qui vient d'obtenir toutes ces autorisations administratives et donc qui verra le jour à la fin de l'année. Et donc, cette installation-là, donc Trévarès, c'est une ferme laitière avec du lait bas carbone. Et donc, cette installation-là, elle sera sur une parcelle en rotation prairie, blé, maïs, un truc très classique d'une exploitation laitière en Bretagne. Voilà. Et enfin, on espère que les services de l'État seront suffisamment dotés pour pouvoir faire des contrôles efficaces, pour pouvoir appliquer des sanctions de manière à ce qu'on puisse vérifier que les critères de l'agrivoltaïsme seront respectés tout au long de la durée de vie du projet pour aller jusqu'au démantèlement. C'est rapide, mais si vous voulez en savoir plus sur notre positionnement et aussi sur le reste de la doctrine, notamment sur le document 4, vous avez un webinaire qui est à votre disposition sur YouTube. Voilà. Et puis, pour terminer, je vous fais une
infos sur la manière sur la diapo suivante, la manière dont nous aussi on accompagne les projets. Donc, en termes de conseils, on intervient en amont des projets. On fait une analyse, une orientation des pré-projets. En fait, c'est un échange avec l'agriculteur et l'installateur pour, en fait, finalement, vérifier que la logique du projet tel que je vous l'ai présenté, elle est bien respectée et pouvoir faire, le cas échéant, des recommandations. En fait, on est vraiment dans une dynamique d'amélioration en fait de la qualité du projet. Et surtout, en fait, on fait des formations, donc sur le photovoltaïque en général, mais sur l'agrivoltaïsme en particulier. Donc, c'est des formations qui sont destinées aux agriculteurs, le cas échéant à leurs salariés, qui sont financées par leur fonds de formation qui s'appelle le Vivea. Et donc, tout ce qui est surligné sur la diapo, ce sont des liens cliquables. Donc, vous pourrez aller voir directement qu'est-ce qu'il y a dans ces formations, qui intervient, combien ça coûte 60 €, voilà, et où et quand elles ont lieu. Voilà, alors je peux en dire un petit peu plus sur Trévarez, je vois qu'il y a une question, je ne sais pas si j'ai le temps. Ouais, je peux y aller. Oui, alors on se doutait un petit peu. Donc pour l'instant, comme on vient d'avoir les autorisations administratives, on a fait encore peu, voire pas du tout de communication en fait sur ce projet. Donc c'est une installation qui fera 642 kW crête, qui sera implantée donc sur une parcelle qui est en rotation prairie, maïs, blé. Donc comme je le disais tout à l'heure. C'est une installation donc, sur laquelle on pourra passer des moissonneuses et faire pâturer des vaches. C'est ça que ça veut dire de façon très concrète. Il y aura en fait 3 paddocks. Un paddock sans panneaux, un paddock avec un taux de couverture de 23% et un paddock avec un taux de couverture de 33%. Je parle avec un angle de 27,5 degrés pour les spécialistes. Il n'y aura pas de clôture. Il n'y aura pas de voie d'accès directement qui auront une emprise sur la parcelle. Donc, pas de voie d'accès et pas d'onduleur non plus, donc pas d'emprise supplémentaire. Et puis, avec le constructeur, on va tester notamment un dispositif anti-tracking qui, en cas de déficit d'ensoleillement, permettra au panneau de s'effacer complètement. Donc, on privilégie bien la production agricole par rapport à la production électrique. Voilà, donc on est quand même bien dans une ferme expérimentale. Donc, on va pouvoir se permettre de faire des trucs qu'on ne faisait pas ailleurs. On va pouvoir aussi faire du suivi. Donc là, on est aussi dans notre rôle. La Chambre d'agriculture a un rôle dans la production de référence, mais aussi un rôle de démonstration, puisque on espère que vous pourrez venir visiter cette installation quand elle tournera. Voilà. S'il y a d'autres questions. Comme pour Rachel, si tu peux prendre les questions par À la écrit. fin. Comme ça, D'accord, ouais, ça marche. on continue avec Grégory et on essaie de se laisser du temps un peu pour les questions à la fin. Ça vous va comme ça? Très bien, merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Grégory Kerbon, conseiller en énergie renouvelable et représentant du coup du réseau générateur en Ille-et-Vilaine. Pour cette dernière partie, je vais vous présenter un petit peu en tout cas la trajectoire qu'ont souhaité les élus sur cette filière émergente qui est l'agrivoltaïsme maintenant depuis quelques années, en vous présentant notamment un document qui est la charte de l'agrivoltaïsme du S235 qui a été adoptée définitivement en 2025. Voilà, donc je vais au cours de cette petite présentation parcourir un petit peu l'ensemble des éléments et de qu'est-ce qui a animé les élus aussi pour construire ce document sur la méthodologie qui a été alors sur l'objectif pardon en effet de cette charte. En effet on a constaté qu'il y avait
qu'il commençait à y avoir entre 15-20 projets en émergence, en développement sur le territoire. Et en 2022-2023, en effet, à partir de la loi APER, les élus ont souhaité mettre une mission en place qui a deux objectifs, qui fasse office d'un document d'appropriation de cette filière pour les élus et techniciens des collectivités du département et qu'elle fasse aussi office de positionnement pour la société d'économie mixte donc territoriale du SD35 qui est Énergile. Hein, donc voilà les deux objectifs. Sur la méthodologie du coup qui a été adaptée, on a un groupe de travail qui a été constitué du comité syndical avec donc Séverin qui était en poste à l'époque sur ce sujet-là, du coup qui a travaillé pendant 6 mois pendant un stage, mais qui a du coup qui a perduré aussi un peu plus longtemps que prévu sur cette mission, en déroulant un petit peu une méthodologie justement sur la documentation, l'appropriation et sur le fait de rencontrer un ensemble de parties prenantes, notamment dont la Chambre d'agriculture bien entendu, un ensemble d'agriculteurs, de développeurs aussi de projets sur la filière, l'INRAE, enfin voilà, je vois un ensemble en tout cas d'acteurs de la filière pour aboutir justement à la publication de la version finale qui a eu lieu du coup en début d'année 2026. Les enjeux qui ont été notamment notifiés par Séverin, par les élus du SD35, c'est qu'aujourd'hui, en effet, hein, on a quand même très peu de recul sur ce qu'il est possible de faire, et notamment sur les impacts que cela peut avoir. Notamment sur les impacts agronomiques. Alors même s'il y a aujourd'hui des stations pilotes, hein, Charlotte vient de l'expliquer, qui vont être aussi, il y en a déjà qui sont installés, il y en a qui vont se mettre en place, et tout ça va permettre d'alimenter un certain nombre de données, de curseurs et de paramètres pour justement avoir un peu plus de données quantifiables et également qualitatives. En tout cas, l'impact agronomique est un sujet essentiel. On connaît hein, le type d'agriculture qu'on a en effet chez nous et aujourd'hui les impacts que ça peut avoir sur cette typologie d'agriculture. Donc ça, l'impact agronomique de ces projets-là, de ces projets du coup, solaires de production photovoltaïque sur ces parcelles agricoles est essentiel. On a également faire remonter les impacts, notamment socio-économiques, sur cette partie installation-transmission. Aujourd'hui aussi, puisque une installation qui peut avoir une certaine puissance aujourd'hui en fonctionnement, qu'en est-il en effet derrière d'un exploitant qui souhaite transmettre, partir en retraite, transmettre son installation, etc. Aujourd'hui, on a aussi très peu de recul par rapport à ça, avec également une installation qui peut aller avec des baux jusqu'à 40 ans. La question également de la partie bail est important entre le propriétaire d'une parcelle, entre celui qui l'exploite et entre le propriétaire aussi de l'outil de production. Aujourd'hui, tous ces impacts aussi sont importants dans le cadre d'une installation. Pour la suite, les impacts notamment sur l'environnement, le paysage, la biodiversité, que ce soit au niveau des fondations, des clôtures, également de la covisibilité, des passages faune-flore. Voilà, donc tout ça, c'est des impacts aussi qui ont été notifiés, en tout cas par la mise en place de cette charte, et également un cadre réglementaire qui pose certaines exigences sur le suivi agronomique, sur le service rendu, bien entendu, le maintien du rendement, voilà, le fait qu'il y ait 18 mois sans agriculteur sur cette même parcelle. Donc à travers l'ensemble de ces enjeux, de ces impacts qui ont été mis en place, le SD35, en tout cas, s'est positionné notamment à travers un déploiement modéré de cette filière. Hein. Donc c'est bien
ce que les élus du SDE 35 ont voulu transmettre, communiquer auprès des collectivités, c'est que notamment il y a un certain nombre de, comme l'a expliqué la Chambre, mais de projets qui sont développables avant de pouvoir aussi aller sur ce type de projet sur sol agricole. Les principaux critères qui ont été retenus sont sous forme de 5 catégories qu'on peut voir sur la partie droite. Un projet donc à vocation agricole, une contractualisation du coup exhaustive et juste derrière entre l'ensemble des acteurs, un projet qui soit transparent et qui fasse l'objet d'une culture commune, et un projet qui est adapté aussi, qui prend acte de l'incertitude liée à l'agrivoltaïsme, et un projet voilà, respectueux de son environnement, du paysage et de la biodiversité. Voilà les 5 catégories qui ont été mis en place. Et à l'intérieur de ces catégories, on retrouve un certain nombre de critères. Voilà, donc je ne les ai pas tous listés, hein, je vais en énumérer quelques-uns. En effet, le co-développement avec les agriculteurs et les collectivités locales est pour nous essentiel dans le fait qu'on puisse engager un projet agrivoltaïque territorial. Le fait que ce soit un projet aussi qui fasse état de transparence et de concertation avec le territoire et ses habitants, c'est aussi quelque chose de primordial. Et on le voit notamment hein, à travers la multiplication, je dirais, des projets qui peut y avoir en Bretagne ou dans d'autres départements, avec plus ou moins, ou voire même pas du tout de concertation réalisée dans certains cas. Eh bien, on voit certaines situations qui peuvent se dégrader et des situations conflictuelles qui peuvent émerger au sein de la filière agricole, au sein de différents agriculteurs d'un même territoire, en lien également avec la collectivité. Donc, la transparence et le fait de réaliser de la concertation dès la phase amont est vraiment primordial. Un projet agricole qui soit sécurisé également sur le long terme. Sur la partie densité aussi, on est parti un petit peu aussi sur les mêmes critères que l'INRAE, à savoir avoir environ 20% de la SAU de l'exploitation. Le fait de pouvoir prévoir également une partie d'aléas et de marge de manœuvre économique pour éventuellement adapter la structure en cours d'exploitation si le besoin est nécessaire. Voilà, le fait de ne pas réaliser de conversion d'élevage à de la culture. Voilà, un projet qui soit également adapté à l'environnement, au paysage, à la biodiversité, hein, aussi des aspects juridiques sécurisants pour l'exploitant. Et enfin, une rémunération aussi qui soit juste pour l'agriculteur. Et le fait aussi voilà, que ces projets puissent être ouverts, je dirais, au développement, à l'agriculteur, s'il le souhaite, bien entendu, et également aux collectivités locales. C'est bon, Lorraine. Voilà, donc un petit peu une grille d'analyse qui a été construite et qui fait office un petit peu voilà, de doctrine pour le SDE 35, en tout cas, et la SEM Énergie. Mais j'ai mis un exemple du coup d'un des critères faisant partie des 5 catégories où justement le projet doit être porté ou co-développé par le ou les agriculteurs. C'est en effet le pacte d'associés qui est l'outil juridique qui va pouvoir prévoir des clauses pour la transmission derrière des parts. Il y a un critère d'importance qui a été élaboré, celui-ci est jugé prioritaire. Et je dirais l'analyse d'un projet porté par un développeur ou ses parties prenantes, eh bien, on va pouvoir évaluer si l'agriculteur en effet a des parts dans cette société. Et dans ce cas-là, ce sera jugé conforme, en tout cas à la charte. Si celui-ci est rentré dans la société de projet sans
pouvoir investir, c'est également un critère qui est jugé de manière encore plus aboutie. Et enfin, si l'agriculteur n'est pas dans la société de projet, c'est plutôt un point négatif dans l'analyse du projet. Euh, voilà un petit peu sur l'exemple. Donc on a mis un projet justement typique qui pourrait être, je dirais, faire l'objet en tout cas d'un soutien ou en tout cas un projet jugé favorable par l'ESDE 35. Euh, dans le cadre d'un projet en fait sur des panneaux, du coup des panneaux dynamiques voilà, polyculture, élevage, prairie permanente, sur une société de projet qui soit multipartenariale, où on puisse retrouver à la fois un partenaire technique développeur, à la fois un ou des agriculteurs, et également une ou des collectivités qui sont impliquées dans le projet, avec justement une partie pas fixe. Le fait qu'il n'y ait pas non plus de clôture bloquante ou qu'il y ait en effet de la perméabilité pour les passages de la petite faune, c'est également essentiel pour les projets en pleine nature. Une phase travaux qui vient limiter l'impact sur les sols, une concertation avec l'ensemble des riverains qui soit voilà, très aboutie avec des moyens aussi importants qui sont mis en œuvre. La partie pacte également et bail rural qui soit sécurisé pour l'exploitant avec des clauses sur le démantèlement et avec l'étude éventuelle de comment dire de l'énergie et de l'électricité qui soit générée qui puisse être étudiée pour la valoriser localement auprès, je dirais, de l'agriculteur ou même de l'ensemble de consommateurs qui soient à proximité du coup de cet outil de production. Donc voilà un exemple de projet voilà, qui pourrait être jugé conforme. Euh, je vais aborder enfin justement le fait aujourd'hui, en tout cas nous, comment on perçoit la filière après la mise en place de cette charte et aujourd'hui, quel développement il y en a dans les territoires. Alors, je vais parler pour les Livéliennes, mais aujourd'hui, il y a toujours un nombre croissant du coup de projets en développement, mais on a à l'heure actuelle aucun développeur qui viennent nous voir, typiquement, que ce soit la SEM ou moi générateur hein, sur l'S235, pour travailler le projet en amont avec la collectivité ou avec l'agriculteur. Donc, on est bien sur ce constat-là que, bon, même avec des doctrines, même avec des outils, de la part en tout cas des développeurs, des partenaires techniques, on a aujourd'hui peu de liens. Ce qui est un petit peu dommageable puisque on est là pour aller dans le même sens, hein. C'est-à-dire qu'on est là pour faire des projets énergétiques, mais des projets énergétiques qui convergent dans les intérêts de chacun. Donc les partenaires techniques ont les intérêts privés, nous on a les intérêts du territoire, les intérêts des collectivités, mais le but est quand même pouvoir en effet participer à la décarbonation, en tout cas de nos modes de production d'énergie. Donc la question qui se pose derrière, c'est en effet comment transformer le développement de cette filière en opportunité pour le territoire. Et de repenser en effet aujourd'hui des projets qui soient conçus par et pour les agriculteurs à l'échelle d'un territoire pour apporter de la résilience, du dynamisme et des externalités positives, hein. Et le fait de passer d'un simple projet photovoltaïque à un projet plus structurant d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'est vraiment les questions qui peuvent se poser et les questions qui se posent et qu'on peut questionner au sein des élus, au sein des collectivités, des intercommunalités, et également des agents, des techniciens ou des structures partenaires type ALEG, relais locaux ou autres qui participent aussi hein, aux liens qui sont faits avec les collectivités. À partir de là, de ces questions qui sont posées, Lorraine, si tu peux avancer, c'est aujourd'hui en effet de venir questionner le modèle agricole en partant de la base hein, et du service rendu, en effet. De se dire, on a besoin de produire de l'énergie, on le sait très bien, eh bien,
prenons en compte notre territoire, prenons en compte la typologie d'agriculture qu'on a chez nous, prenons en compte les problématiques rencontrées sur nos territoires et travaillons de concert pour faire en sorte de pouvoir eh bien, étudier un projet qui soit qui convergent en fait vers l'ensemble des intérêts des acteurs. Et sur le questionnement de ces modèles agricoles, en effet, on peut justement aborder cette partie exploitation. S'il y a des problèmes, je dirais, de fermes qui se retrouvent sans repreneur, par exemple. Aujourd'hui, on voit quand même un déclin, en effet, des fermes et ça peut être un enjeu qui peut être travaillé par une collectivité. On retrouve également cette partie agroécologique. Aujourd'hui, sur la conversion de terres en agroécologie, eh bien, un projet agrivoltaïque peut être travaillé dans ce sens-là, sur justement les impacts climatiques qui peuvent être avérés aussi sur certains types d'exploitation. Eh bien, aujourd'hui, c'est des éléments qui peuvent être travaillés. Et aujourd'hui, c'est justement travailler en fait avec un ensemble d'acteurs pour venir questionner ce modèle territorial pour faire en sorte de pouvoir comment on peut faire des projets agrivoltaïques de la meilleure des façons. Euh, et je terminerai du coup, puisque je crois que c'est la dernière après, voilà, sur justement le fait de pouvoir construire une méthodologie adaptée pour faire en sorte d'arriver à ce que je viens d'expliquer. Aujourd'hui, nous, en tout cas, et moi, ce que j'ai déjà commencé à proposer à 2-3 EPCI du territoire sur cette filière-là, c'est de prendre le sujet en amont. Hein. On l'a dit tout à l'heure, mais enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a de la pression foncière. L'enjeu des développeurs techniques et avec cette pression, c'est notamment cette partie de signature de ces promesses de bail, de construction du projet avec des agriculteurs. Mais aujourd'hui, il se fait de façon vraiment très secrète vraiment entre ces acteurs-là et qui nécessiterait d'être ouvert avec justement la constitution de groupes de travail qui puissent être élargis. Voilà, j'ai parlé d'Alec, j'ai parlé de voilà la Chambre d'agriculture bien entendu avec des référents comme l'expliquait Charlotte, des référents localement qui sont là pour accompagner des démarches, de travailler avec un ensemble de services aussi, que ce soit le développement économique, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, que ce soit les PAT. Enfin, voilà, il y a un ensemble, je dirais, de services dans les collectivités qui sont très transversaux et qui touchent à l'agriculture. Une partie aussi d'appropriation, de montée en compétences. Aujourd'hui, les projets agrivoltaïques au niveau des élus, avec le renouvellement d'élus d'autant plus qu'il vient d'avoir, eh bien, il y a une part nécessaire qui est de participer à ce volet formation, partage d'expérience, que même des acteurs techniques, développeurs puissent venir expliquer ces éléments-là dans le cadre d'un groupe de travail qui pourrait être constitué en vue de faire émerger un projet agrivoltaïque, de rencontrer bien entendu par la suite les agriculteurs. En tout cas, voilà, il n'y a pas de feuille de route toute écrite. La méthodologie reste à construire et adapter, mais néanmoins, aujourd'hui, il y a des outils et du temps, des ressources pour faire en sorte qu'on puisse aller tous dans le même sens, à savoir avoir des projets agrivoltaïques qui soient le plus vertueux possible avec les services rendus qui soient jugés acceptables par l'ensemble des parties. Euh, J'en ai terminé, je vais passer le relais du coup en effet un petit peu aux autres générateurs et conseillers en énergie renouvelable qui sont présents à la visio pour qu'ils puissent partager également un petit peu leur expérience. Merci. Ouais, je vais pouvoir enchaîner. Donc, Annelle Alenou, je suis chargée de projet énergie renouvelable au SDE 22 et je suis référente générateur pour les Côtes d'Armor. Je vais faire un état des lieux effectivement de ce qui se passe dans le 22. À ma connaissance, on est sur une dizaine de projets en développement. Donc, on est autant sur de l'ovin que du bovin ou du parcours volaille.
On est sur une technologie soit panneau fixe, soit tracker. Je rejoins Grégory sur les sollicitations. Pour le moment, je n'ai pas été sollicitée par des développeurs sur ces projets-là. Les sollicitations viennent plutôt des agglomérations, en fait, quand les projets sont déjà avancés. Donc là, j'ai été sollicitée par 2 communautés de communes pour des types revues de projet. Donc encore une fois, on est sur des projets qui sont déjà entamés et la phase amont, pour le moment, on n'est pas sollicité ni en tant que SDE ni en tant que SEM. Donc voilà, encore une fois, les générateurs sont là pour ça, donc il ne faut pas hésiter à nous mettre dans les boucles. Je peux quand même vous présenter les questions là qui reviennent régulièrement quand on est en groupe de travail. Donc, bien évidemment, l'activité agricole à mettre au centre du projet. Mais c'est vrai que on a passé tout le webinaire à le rappeler, mais c'est vraiment important. Les ENR doivent rendre un service réel aux activités agricoles et pas l'inverse. Il y a une réflexion à mener aussi sur l'interrang. Donc, on a vu plusieurs types de projets. On est sur des espaces entre 5 mètres, ça peut être du 12 mètres, ça peut être du 15 mètres. Et donc, c'est vraiment des choses à avoir en tête parce que ça peut freiner potentiellement une future activité agricole. Et il faut penser pour le coup aussi aux tailles des machines. On a aussi beaucoup de questions sur les clôtures. Donc, est-ce qu'il faut clôturer ou pas? Attention au maillage aussi des clôtures et réfléchir au passage à faune s'il y a une nécessité également. Et pour ce qui est du volet un petit peu plus politique, donc comme n'importe quel projet de territoire, il faut penser à la concertation. Et donc la concertation dès le début des projets, concertation bien évidemment auprès des agriculteurs, hein, les premiers concernés, mais aussi concertation auprès des acteurs publics et des citoyens. Donc ça paraît bête à dire comme ça, mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, c'est des projets qui peuvent être impactants pour le territoire, le paysage, et donc il faut pas hésiter à concerter, que ce soit des projets acceptés et acceptables par tous. Et je regarde le temps parce qu'on a un peu débordé. Je finirai aussi pour mon côté là sur le partage de la valeur. Parce qu'encore une fois, qui dit projet d'énergie renouvelable de manière globale dit partage de la valeur, mais encore plus quand c'est de l'agri-PV. Et donc, on peut réfléchir là tous ensemble à des nouveaux modèles en fait de partage. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place nous, dans les Côtes d'Armor là, avec les EPCI, les communes et les agriculteurs. Donc, c'est vraiment des choses à développer. Hop. Je regarde ma présentation, mais encore une fois, c'est vrai que en tant que générateur, là, j'ai pas suivi en direct des projets. Donc, pour ce qui est des paramètres vraiment techniques, je ne pourrais pas apporter de précision. Merci Anaëlle. Est-ce que Nicolas, tu souhaites prendre la parole pour le Finistère? Oui, peut-être 2 mots. Donc, Nicolas Lebert, moi je suis conseiller générateur sur le département du Finistère. Tout a déjà plus ou moins été dit, mais en effet, c'est souvent les projets qu'on voit passer. En fait, on n'est pas directement sollicité, c'est souvent des projets privés sur des parcelles agricoles privées auxquelles ni les agriculteurs ni les collectivités n'ont la main sur les financements. Le plus souvent, donc on est souvent sur du 100% privé. Et nous, on a connaissance de ces projets, notamment via les comités de projet obligatoires, en fait. Donc c'est un peu un constat d'échec. On est un peu désolé de ne pas être sollicité en amont, en fait, par les développeurs sur ce type de projet. Après, pour autant, il y a quand même quelques situations pour lesquelles on est sollicité. Par exemple, il y a 3 ans, on avait été sollicité par un agriculteur pour faire un projet en agri-PV, en partenariat avec un développeur privé. À l'époque, et ça répond un peu à la question dans le chat du positionnement des autres SDE,
Le syndicat n'avait pas donné une suite favorable parce que le projet était quand même assez conséquent, c'était plusieurs dizaines de mégawatts, et qu'il allait en opposition aux directives de la Chambre d'agriculture. Donc, il y a 3 ans, la politique syndicale était de ne pas forcément donner suite au projet AgriPV tant que le cadre réglementaire n'était pas posé. Aujourd'hui, maintenant que le cadre est plus posé, les questions peuvent se reposer, mais le syndicat n'est pas doté d'une charte telle qu'elle existe dans le 35, donc c'est un peu du cas par cas. Il y a quelques projets qui sont en réflexion, notamment sur des captages ou du maraîchage. Après, on a vu l'écart dans le Finistère. Il y a quand même quelques projets qui sont en cours. On a 2 projets expérimentaux. Il y en a un à Saint-Paul de Voltiris sur du maraîchage. Il y a le projet de la Chambre qui arrive à Trévarès. Il y a un projet qui a été autorisé en pré-APR, donc sur de l'ovin. Il y a quelques projets qui sont en instruction. Essentiellement, on reste sur de l'ovin bovin, hein, à ma connaissance. Et de ce que j'ai cru comprendre, peut-être des projets qui pourraient passer prochainement. Donc on suit, mais on n'est pas directement sollicité en tout cas, et pas directement impliqué dans des projets. La SEM peut rentrer dans certains, mais c'est encore en voie de discussion, et les projets qui sont en réflexion du côté de la SEM ne sont pas forcément des projets évidents et qui rentreraient dans le cadre euh, des critères établis par la Chambre d'agriculture, donc ça sera à suivre. Voilà pour faire assez vite sur l'état des lieux ici. Mais on reste en lien. Par exemple, on a fait une visite d'une centrale au sol à la CDPNAF la semaine dernière, donc on continue à échanger en tout cas avec les instances pour avancer. Merci beaucoup, Nicolas. Clara, tu avais quelques éléments pour représenter Anne de Morbihan Énergie qui ne pouvait pas être présente ce matin. Ouais, je vais faire ça rapidement, mais donc déjà, Anne s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui avec nous et elle m'a envoyé 2, 3 éléments. Globalement, on revient un peu sur les mêmes constats que les autres syndicats. Dans le Morbihan, il y a une douzaine de projets, mais alors à toute phase de développement, hein. Il y en a finalement que 2 ou 3 qui sont en cours d'instruction. Le reste, c'est des projets plutôt en phase émergente dont le syndicat a entendu parler. Avec certains, encore des interrogations sur la maîtrise du foncier, d'autres qui sont en cours d'études environnementales. Voilà. Donc finalement, que 2 ou 3 projets en instruction actuellement. Et sur ces douzaines de projets, dont certains en phase, enfin la grande majorité en phase d'émergence, toujours le même constat du blocage principal qui est finalement ce fameux service rendu à l'agriculture qui n'est pas forcément hyper bien défendu dans les projets en phase d'émergence, quoi. Ok, merci beaucoup. Du coup, on arrive au terme de notre webinaire. Je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions. Je peux repasser la main, Julien, Clara, puisque vous voyez le chat pour peut-être reprendre les questions, les poser à nos intervenants, si elles n'ont pas déjà été traitées. J'ai essayé de rediriger un peu au fur et à mesure vers les intervenants pour pas retenir trop tout le monde. Il y avait peut-être une question sur... je reprends ça. Déjà, Non, on c'est peut en fait, répondre c'est complet. à la question sur la question de la charte du SDE 35. C'est vrai que ce retour d'expérience a été mis en avant spécifiquement parce que c'est le seul syndicat qui a vraiment élaboré une charte, en fait, qui existe aujourd'hui. Mais je sais plus, quelqu'un posait la question sur la position des autres SDE sans pour autant répondre à leur place. Mais c'est vrai que la charte du SDE 35 est assez exceptionnelle dans le sens où c'est le seul syndicat qui allait jusqu'à la charte. Oui, je confirme, nous, dans le SDE 22, là, on n'a pas non plus de charte comme dans le SDE 35.
Et bah, du coup, là, je crois que toutes les questions ont à peu près trouvé réponse par écrit ou à l'oral au fil du temps. Donc, Rachel, tu voulais... Ah oui, Vas-y. je fais du coup ma petite. J'en profite pour demander. J'ai entendu qu'il y a au moins 2 permis de construire accordés dans le 35 a priori. Donc du coup, n'hésitez pas sur le site de l'Observatoire, vous avez l'adresse mail où vous pouvez nous envoyer les compléments et les choses à indiquer sur l'Observatoire. N'hésitez pas à nous envoyer le mail et nous, au fur et à mesure, on améliore la carte. Voilà. Si... Ouais, tout à fait. Mais Ouais. malheureusement, du coup, on n'a pas accès aux informations du projet en lui-même. Ah d'accord. Alors Étant des normalement, projets, une fois qu'il y a le étant permis des de projets. construire, on le trouve sur Internet. Alors d'une préfecture à l'autre, c'est pas les mêmes tuyaux et les mêmes endroits. Donc nous, pour faire la première carte, on a déjà fait un gros travail d'enquête et de recensement. Mais ok. Mais bon, c'est juste voilà. En tout cas, s'il y a des installations autorisées qu'on n'a pas sur la carte, on sera très content de les Oui, rajouter. tout à fait. Non, non, mais je me note, j'ai quelques informations à vous transmettre. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Eh ben, s'il n'y avait pas d'autres questions. Si, Charlotte, pardon, Ouais, vas-y. je voulais juste rajouter un truc sur le partage de la valeur, puisque ça a été évoqué par plusieurs intervenants. Quand même bien avoir conscience que rien n'encadre réglementairement le partage de la valeur aujourd'hui. Donc là, on dit ce que nous, on souhaiterait en tant qu'acteur du territoire. Mais il n'y a rien qui oblige en fait à partager la valeur aujourd'hui. Donc il y a une proposition de loi qui existait dans ce sens. Je ne sais pas depuis combien de mois elle est bloquée dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc voilà, on a des parlementaires qui se saisissent de cette question-là. Également la question de la manière dont on adapte les baux agricoles. Mais ça, c'est des sujets qui demandent des adaptations réglementaires et c'est des travaux qui pour l'instant, n'ont pas abouti. Donc, ce juste partage de la valeur ne peut être que la volonté des acteurs du projet. Euh, euh, voilà. C'est très juste, merci de le rappeler. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres prises de parole et d'autres questions, on peut peut-être clôturer ici, remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui se sont prêtés au jeu voilà, pour cette heure et demie de webinaire. Et puis, voilà, au dernier qui continue de regarder ce webinaire. Et puis, le replay et le support vous seront transmis dans les prochains jours. Merci à tout le Merci monde. beaucoup. Merci. 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 Au Bonne revoir. fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.